Je mets mon petit chronomètre. Alors effectivement, je vais vous parler de confiance et je vais partir d'exemples et d'objets administratifs très concrets pour remonter en généralité. Je pense que dans les exemples que j'ai pris, vous allez voir ça va faire écho avec la présentation que Nicolas vient de faire. En préparant cette intervention, en fait, je me suis beaucoup intéressée à la notion d'automatisation administrative, parce que quand on parle de numérique dans les services publics, il y a quand même un peu le petit côté automatisation qui est sous-jacent. Et il faut aussi avouer que c'est aussi mon sujet de thèse, donc forcément, on va un peu sur les terrains qu'on connaît. Ce qui est assez marrant, c'est quand j'ai préparé cette intervention en faisant des recherches, en récupérant de la documentation que je pouvais avoir de mon côté, etc. En fait, je me suis rendu compte que que souvent le terme de simplification revenait quand on parlait de numérique, de confiance et le fait d'automatiser un certain nombre de démarches administratives, de tâches administratives. La logique est la suivante, ou les arguments sont les suivants, c'est de dire l'administration est complexe, les administrés ne savent pas, ne comprennent rien, ils ne savent pas pourquoi telle administration leur demande ça, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent refaire plusieurs fois des déclarations similaires mais à différentes administrations, etc. etc. Alors c'est sûr qu'en termes de parcours utilisateur, c'est pas idéal. Et donc, la réponse à cela, ça serait le choc de la simplification, un terme que l'on entend de temps en temps, et qu'a priori, cette simplification permettra d'améliorer la confiance dans l'administration au sens large. Alors, ça ne serait pas le seul vecteur, bien évidemment, mais ça en ferait partie. Et j'avoue que personnellement, ça me questionne un peu ce lien de causalité, en fait, tout simplement, entre ces deux termes. Et ce que j'aimerais faire avec vous, là, tout de suite, c'est justement voir au travers de plusieurs exemples comment la notion de simplification peut se traduire et qu'est-ce qu'elle pose potentiellement comme problème ou comme question, tout du moins, par rapport à notre notion de confiance. Et je vais commencer avec un formulaire comme on les aime. Alors, ça, pour vous redonner un peu de contexte, c'est une photo que j'ai prise quand j'étais en immersion dans des maisons France Service. J'y étais notamment pour observer comment des usagers étaient accueillis par les conseillers et conseillères France Service. Et en observant l'espace dans une de ces maisons, je suis tombée sur ce formulaire qui était accroché au mur. Ce qu'il faut voir, c'est que ce formulaire, en fait, il est produit par les services de la DGFiP, vraiment à l'adresse des maisons France Service. C'est a priori un document qu'on peut retrouver en ligne. Il y avait une adresse qui permettait de télécharger le document. Et ce que je trouve quand même assez intéressant ici, c'est toutes ces petites cases, tous ces petits encadrés rouges qui sont censés vous expliquer et vous permettre de mieux comprendre ce formulaire. Ouais. Alors, en fait, moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent un peu ici. C'est petit 1, il y a des encadrés pour une partie des éléments, pas tous. Alors, pourquoi ? Grande question. Il y a aussi, quand on regarde, alors vous ne pouvez pas forcément lire dans le détail, mais en fait, parfois, il y a certains encadrés qui répètent exactement le même intitulé que le formulaire. En termes de vulgarisation ou d'explicitation de ce qui se passe, on n'est pas au top. Et surtout, je me dis, en tant que designer, si on en est à expliquer chaque case, plus ou moins, il faudrait peut-être penser à revoir entièrement le formulaire. Et là, je rebondis sur ce que Nicolas disait tout à l'heure, c'est que si on veut donner confiance à une personne pour être autonome là-dessus, je doute que cet objet-là en particulier permette cela. Et justement, si je rebondis aussi un peu sur le contexte dans lequel j'ai pris cette photo, c'est-à-dire dans une maison France Service, on se rend compte que la présence d'un humain pour vous aider à faire votre démarche par rapport à un objet administratif complexe comme ça, on est bien content que la personne soit là. Et en fait, ça va être cette personne qui va être un peu le vecteur de confiance dans le fait de réaliser cette démarche. Alors, si j'en reviens vraiment à la question de simplification du formulaire, il y a un peu un grand principe qui se dégage, qui est celui de la clarté. L'administration n'est pas connue pour être
très claire dans la façon dont elle communique, malheureusement. Pourtant, c'est quelque chose qui est de plus en plus poussé, et je pense notamment aux équipes de la DITP au niveau central, qui font tout un travail sur le langage clair, qui donnent des guidelines, des guides, etc., pour expliquer comment on simplifie en fait le langage administratif pour faire en sorte que les administrations communiquent mieux avec leurs administrés. Mais globalement, en fait, pour moi, ce qui est très important derrière ce principe, c'est de dire si les administrés ne comprennent pas les règles du jeu avec l'administration, on ne peut pas avoir une relation de confiance. C'est-à-dire qu'on risque de penser que l'administration essaye de nous la faire à l'envers. Par exemple, on pense avoir bien fait la démarche, mais en fait, l'administration revient vers nous en nous disant « Ah ben non », avec potentiellement des sanctions ou autres derrière. Mais le problème de fond, c'est qu'initialement, la demande de l'administration n'était pas claire. Donc ça serait peut-être un premier principe pour essayer de construire une relation de confiance avec les usagers des services publics. C'est vraiment de faire un travail de clarification des termes qu'on utilise et de la façon dont on s'exprime. Il y a, à mon sens, quelques bons exemples, et ça, je pense que c'est un site qu'on connaît toutes et tous, qui est servicepublic.fr, qui est éditorialisé par la DILA, donc la Direction de l'information légale et administrative, qui a toute une démarche que je trouve à titre personnel très intéressante. C'est-à-dire qu'ils ont repensé toute l'information administrative en partant des situations vécues par les usagers. Donc je déménage, j'ai un enfant, etc. Et à partir de là, de détricoter en fait la pelote administrative pour dire vous déménagez, voici les démarches administratives qui sont pertinentes à réaliser. Donc vous avez des questionnaires qui permettent un peu de personnaliser les réponses. Et c'est ce qu'ils appellent les fiches pratiques par événement de vie. Et ce qui est aussi assez intéressant avec servicepublic.fr, c'est que vous avez tout un service derrière qui va prendre toutes les demandes ou toutes les questions qui se posent par les personnes qui visitent ce site, qui disent, par exemple, sur telle fiche, j'ai pas compris ça, ou en fait, il y a des éléments qui manquent, etc. Et donc, vous avez tout un service qui est là pour améliorer en continu la qualité de l'information. Un autre exemple que j'aimerais vous donner, alors ça c'est un projet interne à la CNIL sur lequel j'ai travaillé, parce qu'à une époque je travaillais à la CNIL, où en fait on avait toute une problématique sur des demandes qui étaient récurrentes auprès des services en charge des relations avec les publics, qui étaient des demandes en lien avec les situations de surendettement. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces situations-là, mais en fait, juridiquement, c'est extrêmement compliqué. Et pourquoi la CNIL est dans la boucle de cette histoire-là, c'est que les personnes en situation de surendettement vont être fichées dans différents fichiers que sont le FICP, le FCC, etc., etc. Alors, on ne va pas entrer dans le détail de tout ça, si ça peut vous rassurer. Mais en fait, au niveau des services de la CNIL, il y avait un problème en fait, qui se posait, qui était que il y a deux personnes qui connaissent extrêmement bien ce sujet-là, mais vous avez un nombre de demandes extrêmement important, et il y avait cette question de comment on fait pour vulgariser ces sujets-là, aussi bien par rapport au public externe, donc les personnes qui sont concernées par des situations de surendettement, qu'en interne, pour faire en sorte que l'ensemble des collègues soient en capacité en fait, de répondre à des questions sur ce sujet, etc., et soient elles-mêmes en confiance. Donc là, on est plus en interne, comment on fait pour que les personnes soient en capacité et se sentent à l'aise pour répondre à des questions sur ce sujet-là. Pour vous faire ça très rapidement, en fait... ce qu'on a fait ici, c'est de faire toute une analyse des demandes que la CNIL reçoit pour notamment essayer de comprendre quelles sont les situations, en fait, quels sont les problèmes que les gens cherchent à régler en contactant la CNIL. Donc là, vous ne le voyez pas ici, mais par exemple, avant de rentrer sur ces petits formulaires, il y avait des questions autour... en fait, il y avait des actions du type « je veux être défiché »,« je veux savoir combien de temps je vais être fiché », ce genre de choses. Vous avez un formulaire qui apparaît, donc les questions apparaissent au fur et à mesure que vous sélectionnez une réponse. Là aussi, vous ne le voyez pas vu que ce n'est pas interactif. Mais là où je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est sur les termes qu'on a utilisés. Si vous faites un peu attention, vous allez me dire « mais FICP, incident de paiement caractérisé, c'est quand même des termes barbares, si je puis dire. C'est des termes juridiques. Pourquoi est-ce que, alors qu'on essaye de rendre l'information plus claire, pourquoi on a gardé ça ?» En fait, c'est extrêmement simple, c'est qu'on s'est rendu compte, en faisant toutes ces analyses des demandes qu'on recevait,
que les gens utilisaient ces termes. À partir du moment où on sait ça, on a considéré que ce n'était pas la peine de trouver des synonymes ou autres parce que ça risquait de créer plus de confusion qu'autre chose, tout simplement. Et en fait, ce qui se révèle aussi, c'est que sur tous les documents que les personnes en situation de surendettement reçoivent, ce sont les termes utilisés. Donc là, on s'est dit, il vaut mieux qu'on privilégie la cohérence globale plutôt que de dire on va forcément vulgariser et changer tous les mots. Néanmoins, on a des sortes de ces petites infobulles, si je puis dire, ou ces petits points d'interrogation. Quand vous passez votre souris dessus, vous avez une information qui vous décrit c'est quoi un incident de paiement caractérisé, ce genre de choses. Donc, vulgariser le langage, c'est bien, mais il faut le faire de façon contextuelle et de façon pertinente par rapport au sujet que l'on traite et par rapport aux personnes avec qui on parle. Alors, je vais faire un grand changement et un grand saut sur un autre objet administratif, alors bon, qui n'est pas forcément toujours à la main des administrations. Il y a quelques mois de ça, on avait eu le gouvernement qui s'était dit il faut simplifier le bulletin de paie parce que personne ne comprend rien, il y a 15 lignes, il y a des chiffres dans tous les sens, il faut qu'on simplifie ça parce que les gens ne comprennent pas. Fantastique. Et donc, on fait un bulletin de paie en 4 lignes. C'est vachement simplifié, je pense qu'on pourrait même aller plus loin et ne garder que la ligne en bas parce que c'est a priori la seule chose qui intéresse les gens, c'est combien d'argent ils touchent à la fin du mois. Pourquoi pas? Maintenant, je vais refaire un autre saut. J'aime beaucoup faire des sauts comme ça, mais vous allez très vite voir où est-ce que je veux en venir. Ça, c'est un formulaire CERFA, encore un, qui correspond à la déclaration trimestrielle des revenus lorsque vous touchez l'AAH que vous devez faire auprès de la CAF. On va s'intéresser qu'à la première ligne qui s'appelle « Revenus salariés et indemnités de sécurité sociale », avec des choses entre parenthèses. Alors j'avoue qu'à titre personnel, je ne suis pas trop sûre de ce qu'on entend par là. Je ne sais pas trop non plus si je dois faire une grande somme de tout ce qui serait compris là ou est-ce que je dois faire du détail. Si je dois faire du détail, vu la taille des cases, je vous souhaite bonne chance, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais on peut imaginer que dans une version numérique, c'est vachement mieux pensé, bien évidemment. Mais comme l'administration fait bien son travail, il y a une notice pour vous expliquer comment vous devez remplir ce champ. Et cette notice est fort intéressante et vous voyez qu'il y a énormément de choses que vous devez mettre pour le montant. Par exemple, vous devez mettre le montant net imposable de vos salaires, etc., etc. Il y a quand même vos avantages en nature, ce genre de choses. Et en plus, vous devez aussi indiquer le montant CRDS des heures supplémentaires et complémentaires. Fantastique. Très honnêtement, si vous voulez remplir ça dans votre formulaire CAF à partir d'un bulletin de paie comme ça, je vous souhaite bonne chance. Il y a aussi un autre point qui m'avait un peu chiffonné en lisant juste la notice, c'est qu'on vous demande dans la même case, pour la même question, on va dire, on vous demande de répondre avec des choux et des patates, grosso modo. C'est-à-dire que d'un côté, on vous demande le net imposable, de l'autre, on vous demande le montant avant CRDS. C'est pas du tout les mêmes choses. Comment dire ? Enfin, non, ça ne correspond pas au même calcul, etc., etc. Et il faut avouer que la différence est quand même subtile. Je pense que si vous avez fait des études de comptable ou autre, fantastique, vous comprenez. Sinon, c'est quand même assez obscur. Et vous pouvez être sûr à 100% que les gens vont se planter, c'est sûr. Et ceci me fait atterrir sur mon principe numéro 2, qui est celui de la cohérence, soit entre objets administratifs qui sont définis par différentes entités, soit au sein même des formulaires et des questions qu'on pose aux usagers. C'est-à-dire que si d'un côté je vous demande le net imposable et de l'autre avant CRDS, ça pose quand même question, il faudrait peut-être unifier ce genre de choses. Pareil, simplifier mon bulletin de paie, en fait derrière ça peut avoir des conséquences assez importantes sur tout un tas d'autres démarches où je vais être dans une mauvaise situation pour réussir tout simplement à remplir ma formalité. Un autre principe que je trouve intéressant par rapport à cet exemple-là, c'est celui de, in fine, accepter la complexité. En fait, c'est fantastique de vouloir simplifier, etc. Ça peut avoir plein de mérites, mais le fait de gommer systématiquement ce qui se passe dans les coulisses, et d'ailleurs ça me fait penser à un rapport du Conseil d'État sur l'IA,
où grosso modo c'est écrit noir sur blanc, le but du jeu c'est de faire en sorte que toute la complexité passe dans le backstage, entre guillemets, que ce soit que l'administration qui soit au courant de ce qui se passe, et que les administrés n'aient plus à se soucier de rien. C'est bien, mais en termes de relations de confiance sur les règles du jeu dont je vous parlais juste avant, ça pose quand même pas mal de questions. Et comment est-ce qu'on arrive à vérifier que l'administration fait bien ce qu'elle est censée faire si on n'a plus accès à rien? Et ça, justement, ça me fait arriver un peu sur mon dernier point, qui est cette notion d'automatisation des droits, etc., l'administration proactive, ce genre de choses. Qui vous promet peu ou prou, à terme, on ne sait pas trop dans combien de temps, qu'on va toutes et tous avoir nos droits directement envoyés directement activés, etc., par les administrations, parce qu'elles vont croiser toutes les données qu'elles ont, et hop là, fantastique, tout va marcher comme par magie. Sur le principe, c'est top. En pratique, pour moi, il y a quand même pas mal de questions qui se posent. Et notamment, comment est-ce que je sais, in fine, moi en tant qu'individu, que l'administration n'a pas fait une erreur, que je touche bien tous les droits que je suis censée toucher. Et je peux vous donner un exemple qui m'est arrivé cette année avec les impôts. Alors, j'ai pas une obsession pour la DGFiP, hein, je tiens à le préciser. Mais comme vous le devez sans doute l'avoir vécu, maintenant la déclaration d'impôt est pré-remplie. Alors c'est sûr que ça facilite le travail, etc. Mais en soi, quand vous vous rendez compte que le chiffre qui est avancé par la DGFiP sur les revenus que vous avez eus de façon annuelle n'est pas le bon, eh ben, j'avoue que j'étais pas du tout à l'aise à ce moment-là, parce que déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un changement de vie personnelle, donc d'un statut salarié, je suis passée à un statut d'auto-entrepreneur, donc forcément, les revenus ne sont pas les mêmes. Mais à partir de là, en fait, j'ai dû faire tout un travail d'analyse de mes revenus, etc., pour essayer de comprendre d'où venait l'erreur. In fine, j'ai déclaré un autre chiffre, et là, je rebondis sur ce que Nicolas disait tout à l'heure sur la question de prise de risque par rapport à l'administration. Alors, a priori, il y a un droit à l'erreur, mais en soi, si moi je me suis plantée là sur le chiffre que j'ai annoncé, potentiellement, je vais me prendre des sanctions derrière de la part de la DGFiP. C'est des sanctions allégées, mais toujours des sanctions. Ce que je veux dire avec cette histoire, c'est, in fine, moi, ce qui me gêne beaucoup dans ce que je viens de vous raconter, c'est que je ne savais pas comment la DGFiP est arrivée aux chiffres qu'elle m'a annoncés. Je ne savais pas sur quel document elle se basait, je ne savais pas les détails du calcul. Alors bon, ça c'est quand on est un peu geek, j'ai envie de dire, on s'amuse à refaire le calcul, etc. Mais juste savoir quelles données ont été utilisées pour faire le calcul, ça me paraît être un minimum. Et pour la question de l'administration proactive, pour moi c'est clair, et ça rejoint peut-être un peu ce qui va être dit après. Il y aura un besoin de savoir quelles sont les données utilisées par les administrations pour venir vers vous. Tout simplement, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas. Il n'y a pas une sorte de grand tableau de bord pour dire la DGFiP a telle information sur vous, qui proviennent potentiellement de la CAF, de ci, de ça, là. En fait, c'est un grand trou noir. Et ça, en termes de transparence de l'action publique, à mon sens, ça pose beaucoup de questions, et aussi en termes de confiance en fait, qu'on a avec l'administration, ça peut aussi ouvrir un peu la porte à plein de fantasmes sur ce qui se passe derrière. Et justement, si on va vers une administration de plus en plus automatisée, à mon sens, cette notion d'explicabilité des décisions, elle est cruciale, c'est même une obligation légale dans un certain nombre de cas. Et Justine Banuls reviendra là-dessus lors de son intervention. Et pour finir rapidement, très très rapidement cette intervention, j'aimerais finir avec cette histoire qu'une connaissance m'a racontée, qui est encore une fois avec la DGFiP, je suis désolée, où lors de cette année, quand on a dû annoncer, enfin faire ces déclarations, a priori, la DGFiP a fait une communication automatisée par SMS pour prévenir toutes les personnes qui n'avaient pas encore fait cette déclaration une semaine avant la deadline du fait que ça serait bien de faire leur déclaration. Ce SMS a été envoyé un dimanche après-midi.
Juste après, a priori, une campagne de communication de la DGFiP qui disait que la DGFiP n'envoie jamais de SMS. Oui, forcément. Une campagne anti-spam, ce genre de choses. Alors forcément, quand on reçoit ça, on bof en termes de relations et on se demande ce que la DGFiP est en train de bidouiller. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, donc, c'est que cette personne est allée déposer et donner son avis sur le site Service Public Plus, qui est un site où vous pouvez justement partager votre expérience avec l'administration, ce genre de choses. Et sur ce site, les administrations s'engagent à répondre à ces avis. Et ce que vous voyez, donc là, vous avez la réponse de la DGFiP. Je ne vais pas la lire parce qu'elle n'est pas hyper intéressante. Elle dit juste merci pour votre avis en 10 lignes. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la toute petite ligne que vous voyez en bas, là, qui écrit « Cette réponse a été générée par une intelligence artificielle à 99% et vérifiée par un agent ». Ça, c'est important. Et sur ce, moi, je vous laisse méditer à cette forme d'automatisation du service public et de la forme de relation de confiance qu'elle laisse deviner avec les administrés. Merci beaucoup. Merci beaucoup Estelle pour cette intervention.